Le silence s'abattit comme une chape de plomb sur la cabine de première classe du vol Aurore Airlines reliant Paris à San Francisco. Les regards, d'abord curieux puis médusés, convergeaient vers une jeune femme de 19 ans, Amélie Dubois, debout face à une hôtesse de l'air au sourire crispé. Amélie, d'origine africaine, portait un simple sweat à capuche de l'école polytechnique, ses boucles naturelles retenues en une queue de cheval basse, et ses lunettes à monture fine glissaient légèrement sur son nez alors qu'elle fixait l'hôtesse, Louise Martin, avec une détermination calme mais inébranlable. « Je vous ai dit de rejoindre la classe économique, là où est votre place », siffla Louise, sa voix tranchante perçant le murmure des passagers. Elle désignait une femme blanche d'âge mûr, élégamment vêtue d'un tailleur Chanel, qui attendait avec une impatience ostensible près de l'allée. Les doigts d'Amélie tremblèrent légèrement lorsqu'elle saisit son téléphone, faisant défiler une page web avec une assurance qui contrastait avec son apparence discrète. « Louise, c'est bien cela ?» lança-t-elle, sa voix claire résonnant dans la cabine. « J'aimerais vous présenter quelqu'un. » Elle tourna l'écran vers l'hôtesse, révélant le site officiel d'Aurore Airlines, section direction. « Voici Amélie Dubois, actionnaire majoritaire d'Aurore Airlines, votre patronne. » Un hoquet collectif parcourut les passagers. Louise blêmit, son masque de professionnalisme se fissurant. La femme au tailleur, Élise de Vigny, héritière d'une dynastie hôtelière française, recula comme si elle avait été giflée. À quelques sièges de là, un homme d'une trentaine d'années, Julien Lefebvre, avocat spécialisé dans les droits humains, cessa de taper sur son ordinateur portable et sortit discrètement son téléphone pour filmer la scène. Ce moment, chargé de tension, marquait le début d'une confrontation qui allait ébranler non seulement Aurore Airlines, mais l'ensemble de l'industrie aéronautique. Ce que personne ne savait encore, c'était que cette altercation n'était que la première salve d'une guerre orchestrée dans l'ombre, où Amélie, à peine sortie de l'adolescence, se retrouverait face à un système de pouvoir aussi ancien que vicieux. Tout avait commencé 2 ans plus tôt, dans une salle de congrès bondée à Toulouse, lors d'un salon de l'innovation aéronautique. Amélie, alors âgée de 17 ans, présentait un projet scolaire qui avait attiré l'attention d'une femme élégante aux cheveux poivre et sel, Claire Beaumont, une ancienne cadre d'Aurore Airlines, l'une des rares femmes noires à avoir atteint un poste exécutif dans l'industrie. Claire, la soixantaine, avait immédiatement reconnu le potentiel d'Amélie, non seulement pour son intelligence technique, mais pour sa vision. L'adolescente avait conçu un algorithme révolutionnaire capable d'optimiser les itinéraires de vol, de prévoir les perturbations météorologiques et de réduire les retards de 40%, tout en économisant des millions en carburant. « C'est brillant », avait murmuré Claire, ses yeux plissés, scrutant les lignes de code projetées sur un écran. « Mais ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» Amélie, intimidée mais déterminée, avait hoché la tête. Elle ne voulait pas seulement vendre son algorithme aux grandes compagnies. Elle voulait transformer l'industrie de l'intérieur, une industrie qu'elle connaissait trop bien à travers les récits de ses parents. Son père, un ingénieur aérospatial talentueux, avait été systématiquement écarté des promotions chez Aurore malgré ses qualifications. Sa mère, ancienne hôtesse de l'air, avait quitté son poste après des années de micro-agressions quotidiennes. Ces injustices, gravées dans la mémoire d'Amélie, alimentaient son ambition. Avec les millions générés par les brevets de son algorithme, elle avait orchestré une manœuvre financière audacieuse. À travers un réseau complexe de sociétés écrans et d'investissements, elle avait acquis, en 18 mois, 51% des actions d'Aurore Airlines. Le monde des affaires, aveugle à son identité, ignorait qu'une jeune femme noire, à peine majeure, contrôlait désormais l'une des plus grandes compagnies aériennes françaises. Seule Claire connaissait son secret, la guidant avec une sagesse forgée par des décennies de lutte dans un milieu hostile. « Observe avant d'agir », lui avait conseillé Claire lors de leur dernier appel vidéo. « Prends un vol en tant que passagère anonyme. Découvre la réalité d'Aurore avant de te révéler au conseil d'administration. » C'était précisément ce qu'Amélie avait prévu pour ce vol transatlantique. Vêtue de jeans, de baskets usées et d'un hoodie, elle ressemblait à n'importe quelle étudiante en route pour un semestre à l'étranger,
Rien, dans son apparence, ne laissait deviner qu'elle était autre chose qu'ordinaire. Assise au siège 3A, près de la fenêtre, elle observait discrètement les interactions des passagers et du personnel de bord, notant mentalement chaque détail. À côté d'elle, Julien Lefebvre, en costume impeccable, feuilletait des documents juridiques estampillés « Association Liberté et Égalité ». Amélie y jeta un coup d'œil rapide, intriguée, mais n'y prêta pas plus d'attention. Juste avant la fermeture des portes de l'avion, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu s'afficha. « Nous savons qui vous êtes. Restez à votre place, ou vous le regretterez. » Son cœur s'accéléra. Quelqu'un connaissait son identité. Mais qui? Et comment? Elle rangea son téléphone, le message gravé dans son esprit, tandis que les moteurs du Boeing 737 vrombissaient, scellant son sort à bord de cet avion où une menace invisible planait. Louise Martin, l'hôtesse senior de la première classe, traversa la cabine avec une assurance étudiée. Ses cheveux blonds impeccablement coiffés et son uniforme bleu marine impeccable incarnaient l'image soignée qu'Aurore cultivait depuis des décennies. Elle s'arrêtait auprès de chaque passager blanc avec un sourire chaleureux, offrant des salutations personnalisées. « Monsieur Dupont, ravi de vous revoir. Une coupe de champagne? » Ou « Madame Lefebvre, votre couverture habituelle. » Mais lorsqu'elle atteignit Amélie, son expression se figea. « Votre billet » exigea-t-elle d'un ton sec, la main tendue. Amélie lui tendit son boarding pass avec un sourire poli. « Bonjour, voici. » Louise examina le document, puis Amélie, les yeux plissés. « Vous êtes sûre d'être dans la bonne section? » Sa voix, assez forte pour attirer l'attention des passagers voisins, portait une insinuation claire. « Oui, siège 3A, » répondit Amélie, désignant calmement son siège. Louise pinça les lèvres. « Ces billets peuvent prêter à confusion. La première classe, c'est ici. L'économique, c'est à l'arrière. » Julien, à côté, fronça les sourcils, relevant les yeux de ses documents. « Je sais ce qu'est la première classe, » rétorqua Amélie, son ton toujours posé mais ferme. Louise soupira théâtralement et s'éloigna, mais revint quelques minutes plus tard, accompagnée d'un autre membre d'équipage, un jeune homme nommé Antoine Lopez. « Antoine, nous avons un problème, » annonça-t-elle haut et fort. Cette jeune femme semble confuse quant à son siège. Antoine, visiblement mal à l'aise, vérifia le billet d'Amélie et hocha la tête. « Tout est en ordre, Louise. Elle est bien en 3A. » La mâchoire de Louise se crispa, mais elle se retira sans un mot. Amélie expira lentement, son pouls encore rapide. Le vol n'avait pas encore décollé, et déjà, elle avait été témoin d'un traitement discriminatoire. Elle prit des notes mentales, imaginant les politiques qu'elle instaurerait pour éradiquer ce genre de comportement. Mais l'incident prit une tournure plus grave lorsque Élise de Vigny, la passagère influente, entra en scène. Élise, habituée à un traitement privilégié en raison de son statut de cliente régulière et de son héritage familial, s'adressa à Louise avec une autorité naturelle. « J'ai absolument besoin de ce siège, » déclara-t-elle, pointant directement Amélie. « Les sièges côté fenêtre m'aident à gérer mon vertige. » Louise hocha la tête avec une empathie exagérée. « Bien sûr, Madame de Vigny, je m'en occupe. » Elles s'approchèrent d'Amélie ensemble, Louise désormais armée d'une assurance renforcée. « Excusez-moi, » annonça-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. « Vous devez changer de place. Madame de Vigny a besoin de ce siège pour des raisons médicales. » Amélie resta calme. « Je suis désolée d'apprendre le problème de Madame de Vigny, mais j'ai payé pour ce siège spécifique. » La voix de Louise se durcit. « Écoutez, nous avons une cliente de valeur avec des besoins médicaux. Il y a un siège parfaitement acceptable en classe économique. » « Bah, dit Bam, date. » Julien intervint, sa voix mesurée mais incisive. « Pourquoi l'économique? S'il s'agit d'un siège côté fenêtre, il y en a 3 autres libres en première classe. » Élise balaya l'objection d'un geste dédaigneux. « Ceux-là ne conviennent pas. J'ai besoin de ce côté précis de l'avion. » La situation s'envenima, Louise haussant le ton, attirant les regards des autres passagers. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres observaient avec une curiosité non dissimulée. « J'ai été poli,
murmura Louise, sa voix devenant menaçante. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. Soit vous bougez volontairement, soit j'appelle la sécurité pour vous faire sortir de ce vol. La cabine se figea. Amélie sentit les regards peser sur elle, certains pleins de jugement, d'autres d'attente. Dans cet instant suspendu, elle prit une décision. Assez d'observation. Il était temps d'agir. « Louise, c'est ça ?» répéta-t-elle, sa voix portant à nouveau à travers la cabine. Elle brandit son téléphone, affichant la page des dirigeants d'Aurore Airlines. « Je suis Amélie Dubois, propriétaire de 51% de cette compagnie, votre patronne. Maintenant, expliquez-moi pourquoi vous essayez de me chasser de mon siège payé en première classe. » Des exclamations étouffées parcoururent la cabine. Louise vacilla, son visage vidé de toute couleur. Élise de Vigny, pour la première fois de sa vie peut-être, resta sans voix. Antoine, l'autre steward, semblait mortifié. Julien, quant à lui, continuait de filmer discrètement, ses doigts tapant rapidement sur son téléphone pour sauvegarder la vidéo. « C'est impossible, » bégaya Louise. « L'actionnaire majoritaire, c'est... » « Moi, » coupa Amélie avec fermeté. « Et je veux des explications. » Les murmures s'intensifièrent parmi les passagers. Une femme d'affaires d'une quarantaine d'années, assise 2 rangées derrière, chuchota à son voisin. « Une gamine de cet âge, propriétaire d'Aurore ?» Un homme plus âgé, en costume 3 pièces, marmonna. « C'est du jamais vu. » Louise, sous le choc, tenta de reprendre contenance. « Je vais vérifier avec mon supérieur, » balbutia-t-elle avant de s'éloigner précipitamment vers l'avant de la cabine. Amélie s'assit, son cœur battant à tout rompre. Elle jeta un coup d'œil à Julien, qui lui adressa un léger hochement de tête, comme pour l'encourager. Mais son téléphone vibra à nouveau. Un second message du même numéro inconnu. « Vous venez de commettre une grave erreur. » La menace, claire et froide, lui glaça le sang. Quelqu'un à bord ou au sein même de la compagnie savait exactement qui elle était et ce qu'elle représentait. Le vol décolla avec un retard de 30 minutes, l'atmosphère dans la cabine saturée de tension. Louise avait été reléguée à la classe économique, son humiliation palpable lorsqu'elle traversa l'allée, évitant le regard d'Amélie. Antoine, désormais seul en charge de la première classe, multipliait les gestes nerveux, offrant à Amélie une 5e coupe de champagne qu'elle déclina poliment. « Mademoiselle Dubois, toutes nos excuses, » murmura-t-il, son accent provençal adoucissant ses mots. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Traiter tous les passagers avec respect suffirait, répondit Amélie, sa voix douce mais ferme. Elle ouvrit son ordinateur portable, commençant un courriel sécurisé à Claire. Incident sur le vol 1823. Hôtesse senior a tenté de me chasser de la première classe pour accommoder une passagère blanche influente. Ai révélé mon identité. Documente les détails pour une révision des politiques. Besoin d'une réunion à l'arrivée. En tapant, elle remarqua un reflet sur son écran. Élise de Vigny, maintenant installée de l'autre côté de l'allée, l'observait en chuchotant à son voisin, un homme d'affaires d'une 50aine d'années. « Elle ment probablement sur sa propriété de la compagnie, » murmura Élise, sa main manucurée masquant à peine ses lèvres. « Ces gens-là exagèrent toujours. » Julien, à côté d'Amélie, tout sauta discrètement. « Ne les laissez pas vous atteindre, » murmura-t-il. « J'ai vu ce genre de manigance trop souvent. » Il glissa une carte de visite sur son plateau. « Julien Lefebvre, Association Liberté et Égalité. Nous sommes spécialisés dans les cas de discrimination dans les transports. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas un incident isolé. » Amélie étudia la carte, son esprit tournant à plein régime. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» demanda-t-elle. Julien baissa la voix. « J'ai reçu des plaintes contre Aurore depuis des années. Jamais assez de preuves pour une action collective, mais aujourd'hui... » Il jeta un regard significatif autour de la cabine. Aujourd'hui, c'était révélateur. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Un 3e message du numéro inconnu. « La propriété ne vous protégera pas longtemps. Réunion du conseil en cours. Profitez de votre position temporaire. » Une vague de froid l'envahit. Elle consulta rapidement son portail exécutif sécurisé
et découvrit qu'une réunion d'urgence du conseil d'administration avait été convoquée par Philippe Rochefort, le directeur général d'Aurore. La raison officielle: crise de relations publiques et préoccupation de leadership. Il complotait contre elle alors qu'elle était littéralement dans les airs. À 35 000 pieds plus bas, dans les bureaux parisiens d'Aurore, Philippe Rochefort se tenait devant un conseil d'administration réuni à la hâte. Son costume sur mesure ne masquait pas la sueur perlant sur ses tempes. Âgé de 55 ans, avec des cheveux argentés et des relations politiques solides, Philippe se considérait comme l'autorité véritable de la compagnie. La prise de contrôle par un investisseur anonyme l'avait rendu furieux, mais il n'avait pas encore identifié Amélie comme la menace. « Mesdames et messieurs, nous faisons face à une situation grave », commença-t-il, évitant soigneusement de mentionner l'absence de l'actionnaire majoritaire. Un incident regrettable exige une action immédiate pour protéger la réputation et la valeur boursière d'Aurore. Ce que Philippe ignorait, c'était que la vidéo de Julien, capturant l'intégralité de l'altercation, était en train d'être téléchargée sur les réseaux sociaux, malgré la connexion Wi-Fi instable de l'avion. Le hashtag Aurore Racisme commençait à émerger, gagnant du terrain avant même que le vol n'atteigne l'Atlantique. À San Francisco, Claire Beaumont, suivant la situation depuis son bureau, vit avec une alarme croissante la réunion non autorisée du Conseil et la vidéo virale se déroulait simultanément. Ses appels à Philippe tombèrent directement sur messagerie. Ses textos urgents à Amélie disparurent dans l'éther numérique du mode avion. Lorsque le vol 1823 entama sa descente vers l'aéroport international de San Francisco, la vidéo avait atteint 2 millions de vues. Les actions d'Aurore avaient chuté de 12% et une foule de journalistes attendait au terminal. Amélie sentit immédiatement le changement à l'atterrissage. Les passagers, activant leur téléphone, laissèrent échapper des exclamations. Les regards se tournèrent vers elle, mêlés de surprise et de reconnaissance. « Mademoiselle Dubois », s'approcha Antoine, son professionnalisme craquant. « Il semble y avoir une situation au terminal. La sécurité de l'aéroport vous demande de rester à bord jusqu'à ce qu'ils puissent vous escorter en sécurité. » « La sécurité ?» questionna Amélie. « Je n'en ai pas besoin. »« Protocole de la compagnie, madame, » insista-t-il. « Pour les VIP en cas de présence médiatique. » Julien se pencha vers elle. « Soyez prudente, murmura-t-il. J'ai vu des équipes de sécurité utilisées pour isoler des plaignants. Ils ne sont pas toujours là pour vous protéger. » Amélie hocha la tête imperceptiblement, alors que 4 officiers en uniforme entrèrent dans l'avion. Leur chef, un homme à l'air sévère arborant des galons de capitaine, s'approcha avec une courtoisie répétée. « Mademoiselle Dubois, nous allons vous escorter par une sortie privée pour éviter les médias. Veuillez nous suivre. » En ramassant ses affaires, Amélie remarqua un détail troublant. Les officiers portaient des écussons d'Aurore Airlines, pas ceux de la sécurité aéroportuaire. Ces hommes relevaient directement de la sécurité interne sous les ordres ultimes de Philippe Rochefort. La réalité la frappa. Elle n'était pas protégée, elle était contenue. Les passagers observaient en silence alors qu'Amélie était conduite vers l'avant de la cabine. Élise de Vigny esquissa un sourire narquois en la voyant passer. Par les petites fenêtres de l'avion, Amélie aperçut les médias rassemblés sur le tarmac, caméra prête, mais l'équipe de sécurité ne la mena pas vers le terminal. Ils la dirigèrent vers un escalier de service menant à un véhicule privé aux vitres teintées. « Attendez », protesta-t-elle. « Je dois faire une déclaration. »« Ordre direct de la direction, mademoiselle Dubois », coupa le chef de la sécurité. « Pour votre sécurité. » Alors qu'on l'escortait dans le véhicule, Amélie aperçut Claire Beaumont au loin, discutant avec animation avec le personnel de l'aéroport, tentant désespérément d'atteindre l'avion. Leurs regards se croisèrent brièvement avant que la portière ne se referme, isolant Amélie de son unique allié. Le véhicule s'éloigna, non pas vers le terminal principal, mais vers un bâtiment administratif séparé. Son téléphone vibrait de notifications, mais lorsqu'elle tenta d'appeler Claire, elle découvrit que son signal était bloqué. « Nous vous conduisons dans une salle sécurisée », expliqua le capitaine, son ton neutre. « La situation a escaladé au-delà de nos attentes. »
Quelques minutes plus tard, Amélie se retrouva dans une salle de conférence spacieuse, avec des chaises en cuir et une table polie. La porte se referma derrière l'équipe de sécurité avec un clic inquiétant. Elle testa la poignée, verrouillée de l'extérieur. Ce qui avait commencé comme un simple vol d'observation s'était transformé en une épreuve bien plus sinistre. Amélie Dubois, actionnaire majoritaire d'Aurore Airlines, était désormais prisonnière de sa propre compagnie. La salle de conférence, malgré ses fauteuils en cuir et ses grandes baies vitrées donnant sur l'aéroport de San Francisco, n'était rien d'autre qu'une cage dorée pour Amélie Dubois. La porte verrouillée, le signal de son téléphone bloqué, tout indiquait une opération orchestrée avec soin. À 19 ans, actionnaire majoritaire d'Aurore Airlines, elle se retrouvait isolée, piégée par sa propre compagnie. Assise à la table polie, elle força son esprit à rester lucide, repassant en revue les événements du vol, l'humiliation publique par l'hôtesse Louise Martin, la menace voilée d'Élise de Vigny, et surtout, ces messages anonymes qui semblaient anticiper chacun de ses mouvements. Nous savons qui vous êtes. Vous venez de commettre une grave erreur. La propriété ne vous protégera pas longtemps. Ces mots tournaient en boucle dans sa tête, comme un avertissement d'un danger bien plus vaste qu'une simple altercation en première classe. Elle ouvrit son ordinateur portable, espérant contourner le brouillage du signal grâce à un réseau administratif qu'elle avait découvert lors de ses recherches préliminaires sur Aurore. Ses doigts volaient sur le clavier, tentant d'accéder à une connexion sécurisée pour contacter Claire Beaumont, sa mentor, et seule alliée au courant de son identité secrète. Dehors, le chaos s'intensifiait. Des flashs d'appareils photo perçaient la foule de journalistes massés au terminal, et les réseaux sociaux s'enflammaient avec la vidéo de l'incident, filmée par Julien Lefebvre, l'avocat des droits humains. Ce que personne ne savait encore, c'était que dans les coulisses, Philippe Rochefort, directeur général d'Aurore, tissait une toile complexe pour neutraliser Amélie avant qu'elle ne puisse revendiquer son pouvoir. Mais Amélie n'était pas seule. À des kilomètres de là, Claire, Julien et une nouvelle alliée inattendue, Héloïse Nguyen, une technicienne discrète d'Aurore, convergeaient vers un même objectif, libérer Amélie et exposer la vérité. Dans la pénombre de son bureau à San Francisco, Claire Beaumont scrutait son écran, ses lunettes glissant sur son nez tandis qu'elle suivait l'escalade de la crise. La vidéo de Julien, postée sur Twitter avec le hashtag Aurore Racisme, avait dépassé les 3 millions de vues. Les images montraient clairement Louise Martin ordonnant à Amélie de quitter la première classe, son ton chargé de mépris, et la révélation choc de l'identité d'Amélie comme actionnaire majoritaire. Les commentaires en ligne, mêlant indignation et incrédulité, amplifiaient la pression sur Aurore. Mais Claire savait que la véritable bataille se jouait ailleurs. Un courriel urgent d'un contact interne lui confirma ses craintes. Philippe Rochefort avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration à Paris, invoquant une « crise de leadership ». Cette réunion, organisée en l'absence d'Amélie, violait les statuts de la compagnie, mais Philippe comptait sur la confusion pour imposer son autorité. Claire tenta d'appeler Philippe, mais ses appels tombèrent sur répondeur. Elle envoya un message crypté à Amélie, ignorant si elle le recevrait. Réunion illégale du conseil en cours. Philippe cherche à te destituer. Reste prudente. À cet instant, son téléphone vibra avec un appel entrant. C'était Julien Lefebvre. « Madame Beaumont, j'ai des informations, » dit-il d'une voix pressée. « La vidéo est devenue virale, mais j'ai aussi découvert quelque chose sur Louise Martin. Elle n'est pas une simple hôtesse. Elle est liée à Philippe Rochefort, sa cousine pour être précis. » Claire fronça les sourcils. « Vous en êtes sûr? » J'ai vérifié les registres publics et les réseaux sociaux. Ils ont grandi dans la même ville, fréquenté les mêmes cercles. Ce n'était pas un incident isolé. Ils voulaient provoquer Amélie. Claire raccrocha, son esprit s'emballant. Si Louise était la cousine de Philippe, alors l'altercation n'était pas une coïncidence. C'était un piège, conçu pour discréditer Amélie avant qu'elle ne puisse prendre le contrôle. Pendant ce temps, dans la salle verrouillée, Amélie parvint à se connecter à un réseau administratif obscur, un vestige mal sécurisé des anciens systèmes d'Aurore. Elle envoya un courriel urgent à Claire.
Détenu dans un bâtiment administratif à SFO. Sécurité d'Aurore, pas aéroportuaire. Message menaçant reçu. Besoin d'aide immédiate. Elle consulta ensuite les serveurs internes de la compagnie, espérant trouver des indices sur la réunion du conseil. Ce qu'elle découvrit la glaça. Des dossiers entiers de plaintes pour discrimination, des centaines de cas signalés au fil des ans, étaient en train d'être supprimés en temps réel. Quelqu'un, utilisant les identifiants de Louise Martin, effaçait méthodiquement les preuves d'un système discriminatoire profondément enraciné. Amélie captura des captures d'écran avant que les fichiers ne disparaissent complètement, son cœur battant à tout rompre. Elle tenta d'accéder au flux de vidéosurveillance de l'aéroport, utilisant un accès dérobé qu'elle avait identifié lors de son audit initial de la compagnie. Après quelques minutes, elle trouva une séquence du bâtiment administratif, datant d'1 heure plus tôt. La vidéo granuleuse montrait Louise Martin, le maquillage encore taché de larmes, après une interview théâtrale à l'aéroport, entrant par une porte latérale. Quelques secondes plus tard, Philippe Rochefort apparut, la guidant à l'intérieur avec un geste protecteur. « Ils travaillent ensemble », murmura Amélie, la réalité s'imposant à elle. Ce n'était pas seulement une question de discrimination, c'était une conspiration orchestrée au plus haut niveau. À l'aéroport, Julien Lefebvre, toujours sur place, coordonnait avec son équipe juridique. Il avait envoyé la vidéo à plusieurs médias, dont Le Monde et The Guardian, amplifiant son impact. Mais il savait que la viralité ne suffirait pas. Il contacta une connaissance au sein de l'autorité de l'aviation civile américaine, signalant la détention potentiellement illégale d'Amélie. « Ils l'ont emmenée dans un véhicule privé », expliqua-t-il. « Pas de badge de sécurité aéroportuaire, juste des écussons d'Aurore, ça sent le coup monter. » Pendant qu'il parlait, un message arriva sur son téléphone. C'était Héloïse Nguyen, une technicienne informatique de 25 ans travaillant dans les bureaux d'Aurore à San Francisco. Héloïse, d'origine vietnamienne, avait toujours été discrète, évitant les conflits dans une entreprise où les employés non blancs se sentaient souvent surveillés. Mais la vidéo d'Amélie l'avait bouleversée. Elle avait reconnu le schéma de discrimination, l'ayant elle-même subi lors de ses demandes de promotion. « Monsieur Lefebvre, écrivit-elle, je peux aider. J'ai accès aux serveurs internes. Je viens de trouver des transactions suspectes dans des comptes offshore liés à Philippe Rochefort et Élise de Vigny. Je vous envoie les fichiers. » Julien ouvrit les pièces jointes, ses yeux s'écarquillant. Les documents révélaient des paiements réguliers vers des comptes à Singapour, masqués sous des libellés anodins comme « consultance stratégique ». Les bénéficiaires étaient liés à Élise de Vigny, l'héritière qui avait exigé le siège d'Amélie. « Héloïse, c'est énorme, » répondit-il. « Mais c'est dangereux. Vous êtes sûre de vouloir continuer ?» La réponse fut immédiate. « Je suis fatigué de me taire. » Amélie a eu le courage de parler. Moi aussi. À Paris, Philippe Rochefort, dans une salle de réunion aux murs lambrissés, concluait son discours devant le conseil d'administration. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il, son ton grave masquant une satisfaction intérieure, l'incident à bord du vol 1823 est une crise sans précédent. Une jeune investisseuse, inexpérimentée, tente de déstabiliser notre compagnie en exploitant un malentendu. Je propose une mesure d'urgence. Suspendre temporairement les droits de gestion de l'actionnaire majoritaire jusqu'à ce que la stabilité soit rétablie. » Les membres du conseil, pour la plupart des hommes d'âge mûr habitués à suivre Philippe, hochèrent de la tête avec prudence. Mais l'un d'eux, Marcel Dupont, un professeur d'économie à la retraite récemment nommé au conseil, fronça les sourcils. « Monsieur Rochefort, sans la présence de l'actionnaire majoritaire, cette réunion est-elle légale ?» demanda-t-il. Philippe balaya l'objection d'un sourire assuré. « Les statuts permettent des mesures exceptionnelles en cas de crise. C'est pour protéger Aurore. » Marcel nota quelque chose sur son carnet, son expression indéchiffrable. Ce que Philippe ignorait, c'était que Marcel, sensible aux questions d'éthique après une carrière académique, commençait à douter de la narrative officielle. De retour à San Francisco, Amélie, toujours enfermée, entendit des pas lourds approcher de la porte. Elle ferma son ordinateur, se préparant au pire.
La porte s'ouvrit, révélant une femme d'une cinquantaine d'années, impeccablement vêtue, accompagnée de 2 officiers de sécurité. « Mademoiselle Dubois, dit-elle d'une voix mielleuse, je suis Catherine Lefort, assistante exécutive de Monsieur Rochefort. Il a organisé votre transfert au siège pour un débriefing complet. Une voiture vous attend. » Amélie se leva, son regard ferme. « En tant qu'actionnaire majoritaire, j'exige un accès immédiat à mon équipe exécutive et au conseil. » Catherine sourit, imperturbable. « Cela ne sera pas possible pour le moment. La situation est délicate et Monsieur Rochefort estime... » « Monsieur Rochefort n'a pas l'autorité de me détenir ou de prendre des décisions sans mon accord, » coupa Amélie. « Ce qui se passe est illégal. Obstruction corporative. » Les officiers échangèrent un regard gêné, mais Catherine resta impassible. « Ne compliquez pas les choses, mademoiselle. Pour votre confort, nous avons organisé... » « Mon confort ?» La voix d'Amélie monta d'un cran. « Était-ce pour mon confort qu'on m'a enfermée ici? Ou que Philippe Rochefort donne des déclarations non autorisées à la presse? Ou encore que Louise Martin joue la victime après avoir tenté de me chasser de mon siège? » Les officiers s'agitèrent, visiblement mal à l'aise. L'un d'eux murmura quelque chose dans son talkie-walkie. Une voix grésilla en réponse. « Équipe Alpha, soyez avertis. Les autorités de transport fédéral sont au terminal. Elles demandent l'accès à toutes les parties impliquées dans l'incident du vol 1823. La présence médiatique a triplé. » D'habito ça, ici. L'atmosphère changea instantanément. Catherine perdit une fraction de son assurance. « Messieurs, dit-elle aux officiers, je pense que nous devons réévaluer la situation. » Avant qu'elle ne puisse continuer, une alarme incendie retentit, les lumières d'urgence clignotant tandis que les sprinklers s'activaient, trempant tout le monde. Dans la confusion, Amélie saisit son sac et son ordinateur, profitant du chaos pour se faufiler vers une sortie de secours. Elle comprit immédiatement que l'alarme n'était pas un accident, quelqu'un avait créé une diversion. En débouchant à l'extérieur, sous le soleil californien, elle trouva Claire Beaumont, appuyée contre une berline discrète, la portière conducteur ouverte. « Monte !» cria Claire par-dessus le vacarme des sirènes. « Philippe joue gros et nous devons bouger vite. Il a effacé les archives des plaintes pour discrimination et convaincu la moitié du conseil que tu orchestres un coup médiatique. » Amélie plongea dans la voiture alors que des agents de sécurité émergeaient du bâtiment derrière elle. Claire démarra en trombe, prenant une route de service pour éviter les barrages médiatiques. À l'arrière, Amélie aperçut Julien Lefebvre, filmant discrètement la scène depuis une distance prudente, capturant la preuve de sa détention forcée. Dans la voiture, Claire tendit à Amélie un téléphone à clapet. « Utilise ça, propre, intraçable. » Amélie examina l'appareil, encore sous le choc. « Où allons-nous? »« Une suite d'hôtels réservée sous un pseudonyme, » répondit Claire, prenant un virage serré. « Nous avons besoin d'un lieu sécurisé pour contre-attaquer. » Philippe a consolidé son pouvoir à une vitesse alarmante. Il planifiait ce coup depuis des mois, attendant juste une opportunité. 20 minutes plus tard, dans une suite donnant sur la baie de San Francisco, Amélie s'installa devant un ordinateur avec une connexion fiable. Les grandes fenêtres offraient une vue spectaculaire, mais son attention restait rivée à l'écran, où l'ampleur de la machination de Philippe se dévoilait. « Je n'accède qu'à la moitié des serveurs exécutifs, » murmura-t-elle, ses doigts dansant sur le clavier. « Il m'a bloqué de mes propres systèmes. »« Essaie le réseau de secours, » suggéra Claire. « Celui que nous avons créé après avoir détecté une activité suspecte le mois dernier. » Amélie hocha la tête, changeant de tactique. Ses compétences en programmation, qui l'avaient menée à contrôler Aurore, lui permirent de contourner les protocoles de sécurité. Après plusieurs minutes tendues, elle pénétra dans le système. « J'y suis, » dit-elle, avant de se figer. « Mais quelque chose ne va pas. Les fichiers disparaissent sous mes yeux. » Sur l'écran, les dossiers s'effaçaient les uns après les autres, des années de plaintes pour discrimination, des centaines de témoignages détaillant le racisme systémique au sein d'Aurore, tout était méthodiquement détruit. « C'est illégal !» s'exclama Claire, se penchant par-dessus son épaule. «
Ils couvrent leurs traces. Pas seulement ça, murmura Amélie, ses yeux plissés. Regarde ces nouveaux documents qu'il télécharge. Et dos et aussi. L'écran affichait une série de rapports falsifiés. Des évaluations de performances fictives peignant Amélie comme une investisseuse instable. Des courriels prétendument envoyés par elle à Louise, menaçant l'hôtesse avant même le vol. « Ils me piègent », souffla Amélie. « Ils veulent faire croire que j'ai orchestré tout ça pour attirer l'attention. » Claire secoua la tête, incrédule. « Philippe a toujours joué sale, mais ça... » Amélie l'interrompit, repérant un motif dans les suppressions. « Attends, les fichiers sont effacés avec les identifiants de Louise. Elle les aide activement. » « Impossible !» objecta Claire. Louise était à l'aéroport, pleurnichant devant les caméras. Amélie accéda à nouveau aux caméras de sécurité, localisant une séquence récente. La vidéo montrait Louise entrant dans le bâtiment administratif, suivie de près par Philippe. « Ils sont de mèche », réalisa Amélie. « Et ce n'est pas tout. » En creusant plus loin, elle découvrit un lien caché. Louise n'était pas seulement une employée avec un historique de plainte pour discrimination. Elle était la cousine de Philippe, un détail qu'ils avaient soigneusement dissimulé. Depuis des années, Louise servait d'informatrice dans l'équipage, signalant les employés soutenant les initiatives de diversité et identifiant ceux qu'on pouvait évincer. « Je dois diffuser ces informations avant qu'ils ne finissent leur camouflage », décida Amélie, saisissant le téléphone à clapet. « Qui appelles-tu » demanda Claire. « D'abord Julien. Nous avons besoin d'une représentation légale prête à agir. Ensuite, je vais utiliser mon accès d'urgence pour envoyer un message via le système d'annonce de l'aéroport. Il est temps que tout le monde sache où je suis et ce qui se passe. » Alors qu'elle esquissait son plan, l'écran de l'ordinateur clignota. Un avertissement apparut. « Accès non autorisé détecté. Verrouillage du système initié. Ils nous ont trouvés, » réalisa Amélie, déconnectant rapidement. « Mais pas avant que je télécharge quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'on voie. » Elle tourna l'écran vers Claire, affichant un relevé de compte offshore, au nom de Philippe. Des paiements réguliers provenaient d'une société écran liée directement à la famille d'Élise de Vigny. « Ce n'est pas juste du racisme, » dit Amélie, sa voix basse. « Ils détournent des fonds d'Aurore depuis des années, utilisant les plaintes pour discrimination comme levier pour faire taire les témoins. » Le téléphone à clapet sonna. C'était Julien, sa voix urgente. « Amélie, écoutez bien. Philippe a déposé des ordonnances restrictives d'urgence, prétendant que vous tentez une prise de contrôle hostile. Des équipes de sécurité privée fouillent la ville pour vous trouver. Ils surveillent tous les canaux officiels. »« J'ai besoin de contacter directement les membres du conseil, » répondit Amélie. « La plupart ne savent même pas ce qui se passe. »« C'est pourquoi je vous appelle, » dit Julien. « J'ai sécurisé une salle de conférence dans les bureaux de mon cabinet. 3 membres du conseil ont accepté de nous rencontrer. Ils commencent à douter de l'histoire de Philippe, surtout après la vidéo virale. » Amélie vérifia l'heure. « Nous y serons dans 30 minutes. En attendant, pouvez-vous déposer des injonctions d'urgence pour empêcher la suppression des dossiers? » « Déjà fait, » confirma Julien. « Et Amélie, soyez prudente. Mes sources disent que Philippe a engagé des agents de sécurité privés, pas juste des gardes corporatifs. Ces gens opèrent dans des zones grises. » Alors qu'il se préparait à partir, Amélie consulta une dernière fois les réseaux sociaux. Les hashtags avaient évolué. « Nous soutenons. » Amélie trônait désormais aux côtés de postes remettant en question la conférence de presse hâtive de Philippe. L'opinion publique basculait, mais la machine corporative avançait avec une précision implacable. « Prête ?» demanda Claire, clé en main. Amélie hocha la tête, la détermination remplaçant la peur. « Ce n'est plus juste un incident. C'est pour chaque personne qu'on a dit qu'elle n'avait pas sa place à cause de sa couleur de peau. Philippe a choisi le mauvais combat. »
Ils sortirent par l'entrée de service de l'hôtel, ignorant que les caméras de sécurité avaient capturé leur arrivée. À des kilomètres de là, dans un bureau du centre-ville, Philippe Rochefort observait leur départ sur une tablette, un téléphone pressé contre son oreille. « Elle est en mouvement », informa-t-il son interlocuteur. « Probablement vers le cabinet de Lefebvre. »« Oui, je comprends les enjeux. Faites ce qu'il faut. » La bataille pour Aurore Airlines s'intensifiait, passant d'une confrontation en vol à une guerre d'espionnage corporatif. Amélie, avec Claire, Julien et Héloïse, se préparait à contre-attaquer, mais Philippe, avec des décennies d'expérience et un réseau de pouvoir bien huilé, ne reculerait devant rien pour garder le contrôle. La salle de réunion du siège parisien d'Aurore Airlines, avec ses lustres en cristal et ses murs tapissés de portraits d'anciens dirigeants, semblait conçue pour intimider. Amélie Dubois, 19 ans, actionnaire majoritaire de la compagnie, se tenait au bout de la longue table en acajou, face à un conseil d'administration dont les regards oscillaient entre méfiance et curiosité. À sa gauche, Claire Beaumont, sa mentor, feuilletait un dossier épais de preuves accumulées dans l'urgence. À sa droite, Julien Lefebvre, l'avocat des droits humains, ajustait son micro, prêt à intervenir. L'atmosphère était électrique, saturée par les échos de la crise qui secouait Aurore depuis des jours. La vidéo virale de l'incident en première classe, les révélations de corruption et les accusations de racisme systémique orchestrées par Philippe Rochefort, le directeur général, et Élise de Vigny, l'influente investisseuse. Ce matin-là, la réunion extraordinaire des actionnaires, convoquée à la hâte après l'évasion spectaculaire d'Amélie de sa détention à San Francisco, marquait l'apogée d'une bataille pour le contrôle de la compagnie. Mais au-delà des enjeux financiers, c'était une lutte pour la justice, pour chaque passager et employé d'Aurore qui avait été relégué à l'arrière-plan à cause de sa couleur de peau. Amélie, vêtue d'un tailleur sobre mais élégant, inspirait une autorité qui démentait son âge. Elle prit une profonde inspiration, consciente que chaque mot qu'elle prononcerait pourrait redéfinir l'avenir d'Aurore Airlines et, peut-être, de l'industrie aéronautique tout entière. La réunion débuta dans un silence tendu. Philippe Rochefort, assis à l'autre extrémité de la table, arborait un sourire confiant, son costume impeccablement coupé contrastant avec les cernes sous ses yeux. À ses côtés, Élise de Vigny, ses lèvres pincées en une ligne sévère, évitait le regard d'Amélie. Les autres membres du conseil, une douzaine d'hommes et de femmes d'âge mûr, attendaient, leurs dossiers ouverts devant eux. Marcel Dupont, le professeur d'économie à la retraite, croisa les bras, son carnet de notes déjà griffonné de questions. Amélie ouvrit la séance, sa voix claire et ferme résonnant dans la pièce. « Mesdames et messieurs, merci d'être présents à cette réunion cruciale. En tant qu'actionnaire majoritaire d'Aurore Airlines, je suis ici pour adresser une crise qui menace non seulement notre réputation, mais notre intégrité. Les événements récents ont révélé un système de discrimination orchestré au plus haut niveau, soutenu par des pratiques illégales et une corruption financière. Aujourd'hui, nous décidons si Aurore restera une entreprise qui tolère l'injustice ou si elle deviendra un modèle d'équité et de transparence. » Un murmure parcourut la salle. Philippe leva la main, son ton paternaliste. « Mademoiselle Dubois, avec tout le respect dû à votre enthousiasme juvénile, ces accusations sont graves et non fondées. Vous avez amplifié un incident mineur en une crise médiatique, au détriment de nos actionnaires. » Amélie ne sia pas. « Un incident mineur? Permettez-moi de clarifier, Monsieur Rochefort. Votre cousine, Louise Martin, a tenté de me chasser de mon siège en première classe pour favoriser une passagère influente, Madame de Vigny. Cet acte n'était pas isolé, mais le symptôme d'un système que vous avez protégé pendant des années. » Julien se leva, projetant sur un écran des captures de documents internes. « Voici des preuves irréfutables, déclara-t-il. Des centaines de plaintes pour discrimination, supprimées des archives d'Aurore sous les ordres de Monsieur Rochefort. Des courriels entre lui et Madame de Vigny, détaillant un plan pour discréditer Mademoiselle Dubois avant qu'elle ne puisse exercer son autorité. Et ceci, il afficha un relevé bancaire. Des paiements de plusieurs millions d'euros vers des comptes offshore à Singapour, liés à une société écran contrôlée par Madame de Vigny, financée par des fonds détournés d'Aurore. Les membres du conseil s'agitèrent, certains chuchotant entre eux, d'autres fixant Philippe avec une suspicion croissante.
Élise se redressa, sa voix tremblante de colère contenue. Ce sont des fabrications. Une tentative désespérée de cette jeune femme pour détourner l'attention de son incompétence. Mais son indignation sonnait creux. Marcel Dupont tapa du poing sur la table, attirant l'attention. « Madame de Vigny, ces documents proviennent des serveurs d'Aurore. Ils ont été authentifiés par une équipe indépendante. Expliquez-nous ces transactions, s'il vous plaît. » Élise balbutia, cherchant ses mots, mais Philippe intervint. « Ces allégations sont une distraction. Mademoiselle Dubois n'a ni l'expérience ni la maturité pour diriger une entreprise de cette envergure. Je propose une motion immédiate pour suspendre ses droits exécutifs. » Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit avec fracas. Louise Martin, l'hôtesse au centre de la tempête, entra, escortée par 2 agents de sécurité. Son visage marqué par l'épuisement trahissait une lutte intérieure. Les murmures s'intensifièrent. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda une membre du conseil, visiblement irritée. Amélie, surprise mais rapide à réagir, invita Louise à s'exprimer. « Madame Martin, vous avez demandé à témoigner. La parole est à vous. » Louise hésita, ses mains triturant un mouchoir. Puis, d'une voix tremblante, elle parla. « Je ne peux plus me taire. Ce qui s'est passé sur le vol 1823 n'était pas un accident. Philippe, Monsieur Rochefort, m'a donné des instructions claires. Il m'a dit de provoquer mademoiselle Dubois, de la pousser à réagir publiquement pour qu'on puisse la discréditer. Il m'a promis une promotion si je suivais ses ordres. » Philippe bondit de son siège. « C'est absurde. Louise, vous êtes sous pression, vous ne savez pas ce que vous dites. » Mais Louise continua, ignorant son cousin. « Il y a plus. J'ai des enregistrements. » Elle sortit un petit appareil de sa poche, appuyant sur lecture. La voix de Philippe, unmistakable, résonna dans la salle. « Louise, tu l'as fait sortir de ce siège, peu importe comment. On a besoin d'un scandale pour justifier son éviction. Élise s'occupera du reste. » Un silence glacial suivit. Les membres du conseil échangèrent dans des regards horrifiés. Marcel Dupont griffonna furieusement dans son carnet. Élise, blême, se tassa dans son fauteuil. Amélie saisit l'opportunité. Ces enregistrements confirment ce que nous avons découvert grâce à une employée courageuse, Héloïse Nguyen, technicienne informatique chez Aurore. Héloïse a risqué sa carrière pour nous fournir des données prouvant que Philippe et Madame de Vigny ont non seulement couvert des actes discriminatoires, mais ont également orchestré une campagne pour me destituer avant que je ne puisse révéler leur malversation. Elle fit signe à Julien, qui afficha une nouvelle série de documents, des courriels internes, des relevés financiers et des témoignages d'employés anonymes décrivant des années de racisme institutionnel. « Ce n'est pas juste mon histoire, » poursuivit Amélie. « C'est celle de mon père, un ingénieur brillant à qui on a refusé des promotions à cause de sa couleur de peau. De ma mère, une hôtesse qui a quitté Aurore après des humiliations répétées. De chaque employé et passager qui a été traité comme inférieur. Aurore doit changer, et ce changement commence maintenant. » Et un débat enflammé s'ensuivit. Plusieurs membres du conseil, initialement loyaux à Philippe, commencèrent à vaciller face à l'ampleur des preuves. Une femme d'une 50aine d'années, Isabelle Laurent, ancienne diplomate, prit la parole. « Mademoiselle Dubois, vos accusations sont graves, mais votre plan pour l'avenir d'Aurore reste flou. Que proposez-vous concrètement ?» Amélie, préparée à cette question, exposa sa vision. Premièrement, une enquête indépendante sur toutes les plaintes pour discrimination, avec des sanctions immédiates pour les responsables. Deuxièmement, une réforme des politiques de recrutement et de promotion pour garantir l'équité. Troisièmement, la création d'un fonds, financé par les profits d'Aurore, pour indemniser les victimes de discrimination et soutenir des initiatives communautaires. Enfin, une transparence totale. Tous les rapports d'enquête seront publics, et je m'engage à rendre des comptes directement aux actionnaires et aux employés. Sa clarté et sa conviction firent de mouche. Isabelle hocha la tête, visiblement impressionnée. Marcel Dupont, jusqu'alors silencieux, se leva. « J'ai passé ma carrière à étudier les dynamiques de pouvoir dans les entreprises. Ce que je vois ici est une tentative éhontée de préserver un statu quo injuste. Mademoiselle Dubois, vous avez mon soutien pour diriger cette réforme. »
Sa déclaration, venant d'un homme respecté pour son impartialité, fit basculer l'opinion. Un vote fut organisé. Par 8 voix contre 4, Philippe Rochefort fut suspendu de ses fonctions et Amélie fut confirmée comme présidente par intérim. Mais la victoire était loin d'être complète. Alors que la réunion se dispersait, Julien reçut un appel urgent de son équipe juridique. « Amélie, il y a un problème », murmura-t-il. Philippe et Élise ont engagé des avocats pour contester le vote, invoquant des irrégularités procédurales. Ils ont aussi déposé une plainte pénale contre vous, prétendant que vous avez falsifié les preuves. Claire, qui écoutait, serra les poings. Ils ne s'arrêteront pas. Amélie, épuisée mais déterminée, répondit calmement. Alors nous non plus. Julien, mobilisez vos contacts à l'autorité des marchés financiers. Ces comptes offshore doivent être saisis avant qu'ils ne transfèrent les fonds. Claire, organisez une conférence de presse pour ce soir. Nous devons garder l'opinion publique de notre côté. À cet instant, Héloïse Nguyen entra discrètement dans la salle, un ordinateur portable sous le bras. « J'ai quelque chose, » dit-elle, sa voix tremblante d'excitation. « J'ai piraté le téléphone d'Élise de Vigny pendant qu'elle était en réunion. Voici ses messages récents. » L'écran afficha une conversation entre Élise et un contact anonyme, détaillant un plan pour soudoyer des régulateurs européens afin de bloquer les enquêtes sur Aurore. « C'est la pièce manquante, » souffla Julien. « Avec ça, nous pouvons les faire tomber pour de bon. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Julien transmit les nouveaux éléments aux autorités françaises et américaines, déclenchant des mandats d'arrêt contre Philippe et Élise pour fraude, obstruction à la justice et violation des lois sur les droits civils. Amélie, Claire et Héloïse préparèrent de la conférence de presse, rédigeant un discours qui non seulement exposerait les malversations, mais rallierait le public à leur cause. À 20 heures, sous les projecteurs des caméras, Amélie s'adressa à une salle comble de journalistes. « Aurore Airlines a trahi la confiance de ses passagers et de ses employés », déclara-t-elle. « Mais aujourd'hui, nous tournons la page. Nous lançons une enquête indépendante sur toutes les allégations de discrimination. Nous créons un fonds pour soutenir les victimes. Et nous adoptons un nouveau slogan. Tous en première classe, parce que chaque personne mérite d'être traitée avec dignité, peu importe son apparence ou ses origines. » L'audience éclata en applaudissements. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « Sache que tous une première classe » devint viral, porté par des milliers de témoignages d'employés et de passagers partageant leurs expériences. Dans les semaines qui suivirent, Aurore subit une transformation radicale. Philippe et Élise furent arrêtés, leur compte offshore gelé par les autorités. Louise Martin, en échange de son témoignage, reçut une immunité partielle et s'engagea dans un programme de sensibilisation à la diversité. Héloïse Nguyen fut promue à la tête du département informatique, où elle développa des systèmes pour garantir la transparence des données. Marcel Dupont accepta de rester au Conseil, devenant un allié clé dans la mise en œuvre des réformes. Amélie, désormais présidente officielle, travailla sans relâche pour instaurer une culture d'inclusion. Elle lança le Fonds Aurore pour l'équité, finançant des bourses pour les jeunes issus de milieux marginalisés et des campagnes contre la discrimination dans les transports. Lors d'un événement de relance à l'aéroport Charles de Gaulle, elle dévoila une nouvelle livrée pour les avions d'Aurore, ornée de motifs inspirés des cultures du monde entier, symbolisant l'unité. Alors qu'elle se tenait sur le tarmac, entourée de Claire, Julien, Héloïse et des employés d'Aurore, Amélie sentit le poids de sa victoire. Ce n'était pas seulement la fin d'une conspiration corporative, mais le début d'un mouvement. « Nous avons prouvé que le changement est possible », dit-elle à Claire, observant un avion décoller sous le ciel parisien. « Mais ce n'est que le début. » Claire sourit, posant une main sur son épaule. « Tu as ouvert la voie, Amélie. Maintenant, le monde regarde. » Et tandis que l'avion s'élevait, portant le slogan « Tous en première classe » sur son fuselage, Amélie savait que cette lutte, bien que personnelle, appartenait désormais à tous ceux qui rêvaient d'un ciel sans frontières. L'histoire d'Amélie Dubois dans cette saga d'Aurore Airlines m'a profondément touché. Son courage face à l'injustice, sa détermination à transformer une industrie gangrénée par la discrimination
et sa capacité à rallier des alliés improbables comme Louise Martin ou Héloïse Nguyen incarnent l'esprit français d'égalité et de fraternité. À seulement 19 ans, Amélie prouve que l'âge ou les origines ne limitent pas l'impact d'une voix juste. Sa lutte contre un système oppressif, orchestré par des figures comme Philippe Rochefort, rappelle que le racisme n'est pas seulement individuel, mais souvent institutionnel, protégé par le pouvoir et le silence. Ce récit m'invite à réfléchir. Combien de fois ai-je fermé les yeux sur des injustices quotidiennes par peur ou indifférence? La leçon que je retiens est celle de l'action collective et de la persévérance. Comme Amélie, nous devons oser dénoncer, documenter et bâtir des alliances pour changer les choses. Dans ma vie, cela signifie être attentif aux inégalités, qu'elles soient au travail ou dans mon entourage, et agir, même modestement. Soutenir un collègue marginalisé, signaler un comportement discriminatoire ou amplifier les voix des opprimés. La transparence et la solidarité, valeurs qu'Amélie a imposées à Aurore, sont des guides universels. Si cette histoire vous a inspiré, agissez avec nous. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour toucher plus de cœurs et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos récits engagés. Laissez un commentaire. Quelle injustice combattez-vous dans votre vie? Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste, comme Amélie l'a fait. Tous en première classe.